Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir un des maîtres du thriller en France. Son précédent roman La Vallée lui a valu en 2020 le titre de maître d'auteur de polar le plus lu en France. On verra avec lui s'il se perçoit comme ça. En 9 ans de carrière, il a quand même vendu 4 millions de livres. Son dernier roman La Chasse est sorti au printemps dernier aux éditions XO. Bernard Minier est notre invité ce soir. Bonsoir Bernard Minier. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Chasse est donc sortie au printemps dernier aux éditions XO. Ça commence par une scène, alors évidemment, c'est toute la délicatesse, il ne faut pas en parler trop, il ne faut pas trop évoquer, mais quand même, cette première scène, elle est très forte, elle est très angoissante, elle se passe de nuit, c'est une chasse à l'homme, littéralement. Et j'aimerais savoir, quand on est auteur de polar comme vous, qu'on sait à quel point c'est important l'introduction de cette histoire, comment est-ce qu'on travaille une scène pareille? Est-ce que c'est la scène que vous écrivez en premier, ou au contraire, c'est la scène que vous allez écrire après avoir fait évoluer vos personnages et l'intrigue? Je suis très linéaire, donc c'est toujours la première scène que j'écris toutes les scènes les unes après les autres dans l'ordre chronologique du livre. Et au fond, cette scène, c'est toujours la première image qui me vient. C'est comme un flash. Et c'est à partir de ce petit flocon que je vais faire rouler ma boule de neige jusqu'à avoir un livre entier. Mais je pars toujours de là. Il y a toujours une scène très forte. La première scène de mes romans est toujours très forte, histoire de... C'est un peu comme une gifle au lecteur pour le réveiller, ou une manière de l'attraper par le col et de le plonger la tête la première dans mon histoire, et de lui dire aussi, attention, ça va secouer, accroche-toi, quoi. Voilà, il va se passer plein de choses. Mais j'ai toujours cette première image en tête. Pour glacer mon premier roman, j'avais ce cheval décapité en haut d'un téléphérique, dont je ne savais que faire, parce que c'était quand même une image assez singulière. Et puis j'ai bâti toute une histoire autour de ça. Ça commence toujours de la même façon. Et effectivement, vous prenez bien, vous alpaguez bien votre lecteur, et puis du coup on se laisse conduire, et puis votre écriture elle est très rythmée, elle est très incisive, elle est cadencée. On retrouve des personnages qui nous sont familiers maintenant, parce que je le disais, vous avez quand même publié maintenant combien de romans en tout depuis 9 ans? 9, je crois. 9 en 9 ans. Vous avez aussi cette... Je compte pas, mais je crois que c'est 9. Et on retrouve Martin Servaz, qui est commandant de police dans le sud-ouest, près de Toulouse. Ouais. Un homme qui sort des critères habituels d'un policier tel qu'on l'imagine. Ouais. Un homme cultivé, un homme calme, pondéré, qui a su s'entourer de gens qui lui font une pleine et entière confiance. Ce personnage-là, Martin Servaz, comment vivez-vous avec lui? Je vis tous les jours avec lui, en tout cas. Comment, je ne sais pas, mais tous les jours, c'est sûr. 7 jours sur 7, parce que je travaille samedi, dimanche et fête. Donc, des fois, il est un peu encombrant. J'ai l'impression de le côtoyer plus que toute autre personne dans ma vie, quoi. Et puis, il est venu petit à petit. Martin, au départ, dans le glacé, quand j'ai commencé, j'avais juste une silhouette. Je voulais un flic toulousain. J'avais cette première scène, comme j'ai dit. Et donc, ça se passait, soit c'était un flic de SRPJ de Toulouse, soit c'était un gendarme de la section de recherche de Pau, étant donné de la géographie. Et finalement, j'ai choisi le policier, mais je ne savais vraiment pas où j'allais. Et pourquoi plus un policier qu'un gendarme, justement? Parce vous qui connaissez bien, parce que vous avez été agent de la douane pendant très longtemps. Donc l'administration française, vous connaissez. Oui. Enfin, chaque direction est différente. Bien sûr. Un gendarme, un douanier. Mais le côté gendarme, forcément, vous auriez dû... il y a des choses que vous n'auriez pas pu faire un gendarme que peut faire un flic. Bien sûr, et puis peut-être que le gendarme, il y avait peut-être une connotation, j'ai rien contre les gendarmes, mais peut-être qu'il y a une connotation un peu plus territoire, terroir, un peu plus... c'est juste, c'est comme ça qu'on découpe. Et moi, je voulais aussi qu'il y ait un lien urbain, qu'il y ait quelque chose de... Et puis surtout, je voulais qu'il ait ce dépaysement. Quand il arrive à glacer dans cette vallée, il déteste la montagne. Il arrive à la montagne, c'est l'hiver, il y a de la neige partout, de la glace, il fait froid. Et lui, il déteste ça. Et il vient de la ville. Et il se retrouve dans cette vallée perdue au fond des Pyrénées. Moi, je connais bien les Pyrénées, j'ai grandi au pied des Pyrénées. Donc, il y avait ce dépaysement aussi que je voulais avec ce personnage, qui est quand même un personnage urbain à la base. Sauf que tout le temps, il est en train de faire des enquêtes, effectivement. Là, c'est en Ariège, c'est aussi un département très désert, l'Ariège. C'est le département le plus boisé d'Occitanie. C'est le département le moins peuplé. Pamiers, la plus grande ville d'Ariège, c'est 15 000 habitants. Comparé à la conurbation toulousaine, où 1 million d'habitants, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, on a parlé de chasse à l'homme. C'est évident
puis me permettre, on ne peut pas chasser le gibier humain comme on chasserait le lapin de Garenne le dimanche matin à côté du village. Il faut être un peu tranquille. C'est ça, on imagine. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est très isolé, il manque plus qu'une voiture qui traverse, qui rentre tard le soir et qui percute. Pas de chance. Sur une route qui aurait dû être déserte. Voilà. Et il y a cette voiture au milieu de la nuit, on peut en dire deux mots, ce jeune homme qui a une sorte de capuchon de peau avec des bois de serre sur la tête, qui a le mot justice gravé sur la poitrine, qui est nu, et qui, de toute évidence, suit quelque chose ou quelqu'un dans cette forêt et qui va traverser une route qui aurait dû être déserte, parce que, évidemment, au milieu de la nuit, une route secondaire en Ariège et manque de bol, il y a une voiture et il se fait percuter par une voiture. Il se fait attraper. Il était pas, ses poursuivants ne désiraient pas qu'il soit tué de cette façon. Voilà, exactement. Et que les secours et les policiers arrivent et qu'une enquête démarre aussi vite. Il y a toujours dans vos romans une connotation un peu sociologique. On voit l'affrontement très, très net entre la police et les cités. Vous faites une incursion un peu dans cette mouvance islamiste un peu. Voilà, tout est assez flou. On ne sait pas quelle est la direction que vous allez donner dans les premiers temps. Puis après, il y a des faits divers non résolus, des auteurs non condamnés, ou en tout cas condamnés à minima. Et tout ça, en fil rouge, il y a une sorte de vengeance. J'ose pas parler plus du livre. On peut en dire deux mots, sans dévoiler trop, assez vite, puisque Servaz et puis Samir Hachang et Vincent Espérandieu, ses adjoints, vont découvrir que c'est un délinquant qui aurait dû être condamné et qui a été libéré pour un vice de procédure. D'ailleurs, je m'étais basé sur un fait réel, le changement de la présidente de la cour d'accusation. C'est dans la préface de votre livre, vous dites il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des règlements de compte et des morts. Il y a eu 32 règlements de compte mortels à Toulouse en 2 ans. C'est ça. Tous liés au trafic de drogue, évidemment. Et donc ce jeune délinquant qui est dans un quartier qui a déjà été maille à partir avec la justice, qui se retrouve libéré, après c'est pas aussi simple que ça. Il y a des gens qui ont l'air coupables et qui ne le sont pas. Et ça, on ne va pas tout dire, mais voilà, faut pas, dans le thriller, il faut toujours se méfier des apparences. C'est ça. Et puis très rapidement, Servaz, Martin s'aperçoit que c'est peut-être pas le premier à avoir été traqué de la sorte. Et la question, c'est qui chasse ces jeunes hommes et pourquoi ? Et pourquoi ? Ça c'est l'intrigue principale de cette histoire. Moi, si je reviens sur votre carrière, Bertrand Mignet, c'est que vous avez... Ça fait 9 ans que vous publiez des livres. Oui. Vous avez un âge certain. Ce que je veux dire, c'est que... Vous pouvez y aller, j'ai 60 ans. Voilà. Vous avez commencé à publier, vous aviez déjà 50 ans. Moi, je dis respect. Et je dis pourquoi si tard ? Et alors, en même temps, ça a marché tout de suite, rapidement. Glacé, ça a été... Pourquoi si tard ? Je me posais la question tous les jours, en fait, depuis que ça marche. Je me dis, j'aurais peut-être dû commencer avant. Mais pourquoi si tard ? Parce que moi, j'écris depuis que je suis en âge d'écrire. À 10 ans, j'écrivais déjà des petites choses. Dès que j'ai commencé à lire, moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans, avec les copains dans le sud-ouest de la France, on lisait Bob Moran. C'est devenu une chanson célèbre ensuite. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai lu Jules Verne, j'ai lu Lovecraft, j'ai lu de la science-fiction, j'ai lu toutes sortes de choses. Mais j'ai toujours écrit. Mais sauf que j'étais persuadé que ça n'avait... Enfin, je voyais tellement de choses publiées qui, pour moi, n'auraient peut-être mieux fait de ne pas l'être. Et puis, en plus, je n'étais pas convaincu que ça avait la dignité suffisante pour être publié. Moi, j'avais une très haute idée du texte publié, de ce que c'est, de ce que ça représente. Je ne lisais pas énormément de polar non plus. Je lisais beaucoup de classiques, d'auteurs contemporains, de beaucoup de littérature étrangère. Et pendant des années, je lui ai dit non. Puis j'ai commencé à écrire ce roman glacé, le premier, comme un exercice de style. Au bout de 60 pages, je me dis c'est pas terrible, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Je l'ai mis dans un tiroir et il a passé 2-3 ans dans un tiroir, jusqu'au moment où, comme je faisais aussi des concours de nouvelles, j'ai rencontré un monsieur d'un âge certain, qui a 10 ans de plus que moi, et on a fait connaissance pendant un concours de nouvelles, parce que dans les concours de nouvelles, j'ai croisé des talents de plume extraordinaires, des gens qui avaient des talents de plume formidables, qui étaient capables d'écrire sur 10 pages ou 8 pages ou 7 pages des histoires extraordinaires sur des sujets des fois imposés, c'était des thèmes imposés, mais brillants. Et donc ce monsieur en faisait partie, Jean-Pierre, et on a fraternisé et on a envisagé d'écrire un roman policier ensemble, et je lui ai dit, j'ai 60 pages dans un tiroir, c'est pas terrible, mais je peux te les montrer.
Et c'était les 60 premières pages de Glacé. Il m'a dit, mais enfin, c'est très bien, continue, et puis tu n'as pas besoin de moi, tu peux le faire tout seul, il faut que tu le finisses. Donc j'ai continué, j'ai repris ces 60 pages que j'avais laissé tomber. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que finalement c'est mieux que ce que je pense. Et j'ai écrit 200 pages, je lui ai montré, puis 250, puis 300, puis 500, puis 600. Et j'ai fini le livre et je l'ai envoyé aux maisons d'édition grâce à lui. Sinon, je serais encore dans les douanes en train de déclarer si vous avez quelque chose à déclarer, justement. Mais non, j'ai jamais été en uniforme à la frontière. Mais voilà, ça c'est venu comme ça. Moi, j'aurais pu très bien continuer à être douanier avec du vitam aeternam et en continuant à écrire des textes qui restaient au fond des tiroirs. Le succès vous a surpris ? Oui et non, parce que en fait, le succès, oui, parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui. Hein. Moi, à l'époque où je publie Glacé en 2011, il y a 1800 romans policiers qui sont publiés la même année. Donc il faut quand même arriver à faire son trou. Mais en même temps, j'ai bien vu quand j'ai envoyé aux maisons d'édition que ça réagit tout de suite. J'avais envoyé 4 ou 5 maisons d'édition très importantes et la première m'a contacté au bout de 3 semaines en me disant mais qui êtes-vous ? Parce que j'avais envoyé mon manuscrit par la poste. Alors je dis ça pour les auteurs qui rêvent tous d'être publiés, parce qu'il y en a plein hein, sur cette terre qui rêvent d'être publiés. Envoyez vos manuscrits par la poste, ils sont lus par les maisons d'édition. Il ne faut pas croire qu'ils ne sont pas lus, ils sont lus. Moi, le mien a été lu par 4 ou 5 maisons d'édition et j'en ai 4 sur 5 qui m'ont répondu. Donc ça provient qu'il est très connu. Et sauf que j'avais mis mon numéro de téléphone, mon adresse, et j'avais même pas mis ma profession parce que qui s'est intéressé de savoir que j'étais contrôleur principal des douanes. Et donc le premier truc que j'ai reçu, c'est mais qui êtes-vous ? Et donc j'ai été voir cette maison d'édition, après j'ai été voir une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que je rencontre Bernard Fixot aux éditions XO, qui, comme dans Le Parrain, m'a fait une proposition qu'on ne peut pas refuser. Quoi. Et voilà, et puis tout a démarré comme ça. Ça a été très vite, en fait. J'ai pas eu le temps de me poser des questions. Ouais. J'ai pas eu le temps de tapisser mon salon avec les lettres de refus comme Francis Scott Fitzgerald. Voilà, l'éternelle histoire qu'ont vécu plein d'auteurs à succès. Hein. Mais est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes surpris quand même le fait que ça se renouvelle à chaque livre ? Alors, je parlais de celui que vous avez édité en 2020, La Vallée, qui vous a... Alors, c'est toujours des titres qu'on prend avec des pincettes, mais quand même l'auteur de polar le plus vendu en France. C'était le titre le plus vendu en thriller, oui. Voilà. Parce qu'il y a des auteurs que je connais qui sont d'ailleurs des amis. Bien connus parce qu'eux, comme ils ont un fond plus ancien avec beaucoup plus de livres de poche, tout confondu. Tout confondu, mais en tout cas, votre livre vos livres rencontrent un succès renouvelé depuis 9 ans. C'est-à-dire que c'était pas juste one shot, c'était pas juste un essai. Ça, c'est l'inquiétude quand on a un succès en premier livre. C'est que moi, c'est ce que me disaient les auteurs confirmés que j'avais rencontrés à l'époque. Tu verras, quand tu as du succès sur un livre, le suivant, c'est l'horreur. Quoi. Il faut on se dit, est-ce qu'on va renouveler ? Et on a vu tellement d'auteurs apparaître, publier un livre qui cartonne, et puis ils disparaissent du jour au lendemain. Donc, effectivement, la difficulté, c'est non seulement d'avoir du succès, mais c'est de durer. Après, à un moment donné, on s'installe dans le paysage, quoi. Et après, les lecteurs viennent aussi sur votre nom. Ça change tout. Oui. Mais si vous faites un mauvais livre, on vous le pardonnera peut-être. On vous dit, OK, on attendra le suivant. Si vous en faites 2, ça va devenir plus compliqué. Les lecteurs aussi, ils adorent la nouveauté. Il ne faut pas oublier ça. Et vous le vivez bien, justement, d'être entre guillemets, à la merci je me pose jamais ce genre de questions. Jamais. Ah non, parce que sinon... Vous écrivez plus. Ah oui, c'est ça. Soit on est paralysé, soit on dort plus, soit... Non, moi je me pose jamais... J'écris ce que j'aime, je cuisine les plats que j'ai envie de manger, et puis voilà. Et après, la façon dont ça va être reçu par la critique, par les lecteurs... Après, maintenant, mes lecteurs, je les connais un peu. Hein. Oui. Je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment moins. Mais moi, j'en fais qu'à ma tête. Quand j'écris M, le bord de l'abîme, qui se passe à Hong Kong, avec un personnage féminin, Moira, qui parle d'intelligence artificielle, donc c'est quand même un thriller très technologique, qui n'était pas du tout jusqu'alors mon domaine. En plus, moi, je ne suis pas du tout un geek, hein, donc je suis parti de très loin, j'ai ramé, il a fallu que j'apprenne énormément de choses pour l'écrire. Vous étiez très loin des Pyrénées, là. Oui, on est très loin des Pyrénées, et ce n'est pas du tout ce que mes lecteurs attendaient. Effectivement, ça s'est traduit aussi dans ça s'est vu, quoi. À un moment donné, on a bien vu que... Mais je m'en fiche. J'avais envie de parler de ça et d'écrire cette histoire-là à ce moment-là. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est que vous avez besoin d'écrire ça et vous le faites en sachant qu'il sera reçu moins bien que vos autres. Oui, parce que sinon, et puis j'ai pas envie de. Moi, surtout ce que je veux pas faire, et je pense que je n'ai pas fait jusqu'à présent, c'est écrire toujours le même livre. C'est-à-dire toujours la même recette, toujours les mêmes ficelles. Non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie de m'amuser aussi quand j'écris, et m'amuser, ça suppose de la nouveauté, de la découverte, sortir de, comme disent les coachs aujourd'hui, sortir de sa zone de
confort. Le confort, c'est la grande phrase. Ouais, et je regardais rapidement là, justement comment se vendait la chasse et j'ai l'impression que ça démarre bien aussi, pareil. Oui, ça démarre très bien. C'est formidable. Il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire l'an dernier. C'est après le confinement, on a vu les gens se précipiter dans les librairies. Oui. Et ça, c'était pas du tout prévu. On savait pas du tout où on mettait les pieds. Moi, je suis sorti le premier et c'était la première année. D'ailleurs, on a vécu un truc incroyable, c'est que en général, un office, il y a un office chaque semaine, c'est qui est le jeudi. Un office, c'est une centaine, plusieurs centaines de livres chaque semaine. Il faut voir la quantité de livres qui sont publiés en France chaque année. C'est énorme, c'est gigantesque. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays, mais... Et là, c'est le premier office après le premier confinement en 2020, en mai 2020, on a 4 livres. Ça n'était jamais arrivé. Ouais. Et donc 4 livres avec les lecteurs qui se précipitent, et évidemment ça a changé beaucoup de choses. Mais c'est ce qu'on savait. S'il y avait 4 livres aussi, c'est qu'il y en avait plein qui ne voulaient pas y aller. Hein. Les éditeurs qui se disaient on va attendre de voir ce qui se passe. Quoi. Parce que personne ne savait comment ça allait réagir, et ça a réagi tout de suite. Et ça c'est formidable, et ça continue. C'est surtout ça qui est important, c'est que ce mouvement-là qui a été amorcé, on a retrouvé des chiffres de vente qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans. Ce mouvement-là a été amorcé, mais il continue, il perdure. On a vraiment un appétit pour la lecture de nouveau. Du coup, et des gens qui ne lisaient plus, qui sont remis à relire. Ça fait de vous un auteur heureux. On arrive à la fin de cette première partie. Donc, Bernard Minier, vous savez, je vous ai expliqué comment ça se passe, mais je vous le réexplique. Vous allez rester tout seul pendant 30 minutes. Mon Dieu. Voilà, vous avez peur, c'est à vous maintenant d'avoir peur. Et on installe un écran de télévision et on vous projette des mots qu'on a choisis spécialement pour vous. Voilà. N'ayez pas peur. À tout de suite. Tout va bien ? Très bien. Alors, je suis mise en condition, là, je me sens bien. Vous vous sentez bien, c'est le principal. Alors, on va vous proposer plus exactement quatre mots à charge pour vous de nous dire ce qu'ils vous inspirent. Et le premier mot, c'est montagne. Ah, montagne. Ouf, vaste débat. Montagne, évidemment, moi, montagne, ça égale Pyrénées, puisque j'ai grandi au pied de cette barrière, de cette chaîne des Pyrénées. Et j'ai eu ce panorama devant les yeux pendant toute mon enfance. Et au fond, les Pyrénées, ça de particulier peut-être par rapport aux Alpes, c'est que comme je l'ai dit, c'est une barrière. C'est quelque chose sur lequel on bute. C'est aussi un Finistère, puisque c'est le bout de la route. Quand on vient de Toulouse, on arrive en Comminges, la région où se passent mes romans. Et on est au bout du bout. C'est la fin aussi de la frontière avec l'Espagne. Donc, il y a tout cet aspect Finistère. On est au bout de quelque chose, on est devant une barrière, on bute. Et je pense qu'en tant qu'enfant, cette géographie mentale, j'ai fini par l'intégrer. Je m'en suis servi pour mon premier roman Glacé, quand j'ai voulu enfermer mon personnage quelque part. J'aime bien les personnages, les enfermer soit sur une île comme dans Une putain d'histoire, soit dans une vallée comme dans Glacé. Et j'ai pas tout de suite pensé à ce décor-là. Après, il y a aussi, évidemment, mais ça c'est tellement banal de le dire, l'idée de sommet. La montagne, c'est toujours l'élévation aussi. C'est toujours l'élévation, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. C'est le défi physique, l'alpiniste se mesure aussi à lui-même quand il escalade les sommets, quand il affronte des sommets difficiles. Moi, je pense, quand j'étais gamin, j'avais lu ce récit sur les alpinistes qui avaient vaincu le Cerro Torre, qui était un mythique sommet des Andes réputé inaccessible. Donc il y a le défi physique, il y a l'expérience par rapport à soi, il y a l'élévation spirituelle. On sait évidemment que la plupart du temps, le domaine des dieux dans les mythologies, l'Olympe, etc., se trouve sur un sommet. Et puis il y a aussi le mont Purgatoire chez Dante, enfin il y a plein de choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le Glacé, c'était plutôt le côté, on arrive au bout de la route, on arrive au bout de quelque chose. On sait très bien que voilà, quand on est au bout de quelque chose, c'est là qu'est la révélation, la vérité. Et dans mes romans, c'est évidemment pas comme dans la vie. À la fin du roman, il y a toujours la vérité qui se manifeste. Il y a toujours la révélation et le chemin, au fond, c'est l'initiation. Donc la montagne, c'est tout ça. Puis la montagne, c'est toute une littérature que moi j'ai lue très tôt.
précisément parce que j'étais physiquement au pied de ces montagnes. C'est Ramuse, immense écrivain suisse, c'est Giono, c'est Thomas Bernhard, le grand imprécateur autrichien. Il y a toujours quelque chose de... Je suis quelqu'un de très livresque, il y a toujours une part de lecture et de littérature dans tout ce que je vis. Vous êtes né ou vous avez grandi peut-être, parce que à Montrégeau, 3000 habitants. Comment, quand on grandit dans un petit village, 3000 habitants, c'est pas immense, c'est pas non plus tout petit. Comment est-ce qu'on se force son imagination? Comment ça fonctionne un jeune garçon qui grandit comme ça dans un univers qui est pas urbain, qui est assez C'était d'autant plus compliqué quand moi j'étais enfant ou préadolescent ou adolescent qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait 2 chaînes de télé. Je me rappelle le samedi après-midi, il y avait une émission qui s'appelait d'ailleurs Mon Samedi ou quelque chose comme ça, où on passait des séries télé. Et puis le cinéma, la programmation, elle était assez erratique et les films arrivaient très tard, donc on n'y allait pas souvent non plus. Donc en fait, qu'est-ce qui est resté? Les jeux qu'on s'inventait soi-même. Moi, j'étais un grand créateur de jeux. J'ai revu quelques copains de l'époque, il n'y a pas si longtemps, et ils m'expliquaient que c'était toujours moi qui inventais des nouveaux jeux. Et puis, il y avait une maison de la presse et une petite librairie avec 2-3 tourniquets de romans, donc on lisait toujours les mêmes choses. La lecture était un passage obligé pour s'évader, parce qu'on était loin de tout. On était, comme j'ai dit, on était au bout du bout. La grande ville, c'était Toulouse, c'était 1 heure de route. On y allait 1 fois par an ou 2 fois par an avec les parents. Donc on n'était pas sur une île, mais il y avait quelque chose d'un peu insulaire dans cette situation-là. Et la culture, c'était d'abord les bandes dessinées, puis les livres. C'était un peu les séries télé le samedi après-midi, mais ça s'arrêtait là parce qu'il n'y en avait pas non plus énormément. Et c'était des jeux, voilà. Donc, au fond, on faisait beaucoup travailler son imagination parce qu'on n'avait pas tous les outils aujourd'hui, tous les jeux vidéo, tout ce qu'il y a sur les téléphones portables, tous ces échanges. Moi, je vois ces gamins qui passent des heures et des heures sur leur téléphone à échanger avec d'autres. On n'avait pas tout ça. Il fallait faire avec les moyens du bord. Et je pense que c'était une belle école pour l'imaginaire. École qu'on a un peu perdue aujourd'hui. Moi, je pense aussi aux montagnes mentales, à ces Everest que vous avez dépassés, notamment le fait de se dire ces 60 pages que j'ai écrites de Glacé, elles peuvent intéresser d'autres que moi. Déjà, oui, effectivement, écrire des romans, c'est soit on peut le comparer à un marathon ou à une ascension. Il y a vraiment quelque chose une difficulté parce qu'on peut en effet comparer ça à une montagne parce qu'au départ on a une idée, on est au pied et puis on va gravir ça petit à petit et on ne sait pas finalement à quel moment on atteindra le sommet. C'est assez compliqué. Surtout au début où on n'est pas expérimenté. Moi, Glacé, c'était vraiment le premier roman que j'ai terminé, que j'ai écrit intégralement. Et puis à la montagne, il y a ce truc aussi qui existe, c'est que c'est très trompeur les perspectives, donc on croit arriver, à un moment donné on monte, puis on croit qu'on est arrivé, puis on se rend compte qu'en fait il reste encore tout un chemin à parcourir. Et quand on écrit, il y a un peu de ça aussi. On va passer au deuxième mot à présent, qui vous est aussi familier sans doute, c'est peur. Ah, oui, en effet, c'est quand même... C'est une émotion que j'emploie beaucoup dans mes romans, sinon celle que j'emploie le plus. C'est Lovecraft qui disait que la peur, c'est la plus ancienne et la plus forte des émotions humaines. Effectivement, c'est l'émotion primitive par excellence. C'est là où les masques tombent aussi, où on se révèle face au danger, face à la peur. Et je m'en sers beaucoup dans les thrillers, parce que le thriller, ça fonctionne énormément sur les émotions. Comme je l'ai dit, moi, j'essaie non seulement de raconter une histoire à mes lecteurs, mais j'essaie surtout de faire en sorte qu'ils partagent les émotions des personnages, qu'ils les éprouvent d'une certaine manière eux-mêmes, qu'ils vivent au fond ce que vivent les personnages. Et donc ça suppose un gros impact émotionnel. Ça suppose voilà, quand Servaz remonte un couloir, qu'il y a des portes fermées, c'est toute une technique aussi qui consiste à ne pas trop montrer. Parce que, évidemment, ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus fort, impactant pour l'imagination que ce qu'on voit. Et c'est
l'exemple typique, c'est ça, c'est le personnage qui remonte un couloir avec des portes fermées et qui tout d'un coup entend un cri derrière une porte et donc s'approche de cette porte, tourne la poignée et le moment d'intensité émotionnelle maximale, c'est quand il tourne la poignée qu'il va ouvrir la porte. Une fois qu'on a découvert ce qu'il y a derrière la porte, même si c'est une scène épouvantable, la tension retombe, malgré tout. La tension, elle est juste avant, c'est cette intensité émotionnelle que je recherche, et la peur, ça me permet, au fond, de manipuler aussi mes lecteurs. Les émotions, c'est fait pour ça. C'est beaucoup plus facile de faire entrer une idée dans une tête à travers une émotion qu'à travers un raisonnement. D'ailleurs, on le voit tous les jours aujourd'hui. Il suffit de regarder le spectacle de nos hommes et femmes politiques pour s'en rendre compte. Quand on est sous le coup d'une émotion, et en particulier de la peur, on ne réfléchit plus. Si vous voulez enlever toute réflexion à vos interlocuteurs, il suffit de déplacer le débat sur le terrain émotionnel. L'émotion, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations, et Dieu sait que certains tribuns, aujourd'hui, ne s'en privent pas. Quand on a peur, on ne réfléchit plus ? Enfin, après, il y a ceux qui ont appris aussi, certains par leur profession, à dominer leur peur. Certains services d'intervention dans la police, certains militaires, certains qui sont confrontés à des situations de danger extrême, de tension extrême, eux, évidemment, ont été formés pour, d'une certaine manière, dominer leur peur. Non pas qu'ils n'aient pas peur, mais ils apprennent à y faire face et à la maîtriser. Mais le kidam moyen, dont je fais partie, évidemment, quand il a peur, il réagit comme le lapin pris dans les phares. Après, les masques tombent aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse, la peur et d'autres émotions, c'est parce que c'est révélateur. Imaginons une pièce avec une assemblée de personnes et tout d'un coup, quelqu'un rentre là-dedans. Alors, je sais que c'est une image assez violente, avec une arme. Chacun va réagir différemment. Il y a celui qui va se planquer derrière les autres, qui va fuir sous la table. Il y a celui qui va essayer de désarmer l'assaillant. Il y a celui qui va essayer d'aider ou de protéger son prochain. Voilà, il n'y a pas deux personnes. Et là, pour le coup, tout le vernis de civilité, de civilisation qu'on a, tout ce comportement urbain et social qu'on a va tomber. Et c'est le cerveau limbique qui va parler. C'est vraiment les comportements les plus primitifs qui vont s'exprimer. Et ça, c'est intéressant. Quand vous en parlez, on sent bien que c'est quelque chose que vous avez exploré. Comment est-ce qu'on comprend la peur ? Comment est-ce qu'on comprend comment l'utiliser quand on est un auteur ? Ouais, moi, évidemment, j'ai recours à mes propres peurs, après mes propres angoisses. Quand j'étais enfant, j'avais peur du noir. Je ne suis pas le seul, évidemment. Quand la lumière s'éteignait, quand mes parents éteignaient la lumière et que je voyais une vague forme qui pouvait être quelque chose sur un porte-manteau ou une branche derrière la fenêtre, j'imaginais toujours le pire. Des monstres, des choses comme ça. Et donc, j'essaie de me souvenir de mes peurs, d'utiliser mes angoisses ou celles de gens que je connais, parce que je tiens quand même à cette... Je tiens quand même toujours à... Disons que l'écrivain ne construit pas son récit à partir de la pure imagination, il part d'une réalité qu'il sublime, qu'il prolonge, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de comprendre, de sentir. C'est de la même façon que, non seulement de la même façon que je me rends toujours sur les lieux que je décris, parce que j'ai besoin de m'imprégner des odeurs, des bruits, de rencontrer les gens. On ne peut pas obtenir ça à travers Internet. J'ai besoin de ce poids de réalité, de ce socle pour incarner mes personnages, pour les faire vivre. On ne peut pas tricher. Et aujourd'hui, vous aviez peur du noir petit. Aujourd'hui, vous avez peur de quoi quand on a la carrière que vous avez comme auteur, quand on est reconnu par ses pairs et par ses lecteurs, quand on a vendu, je disais, 4 millions de livres? En tant que citoyen, j'ai peur de l'avenir. Je vois une société d'ailleurs, c'est de ça que parle la chasse, et en grande partie, je vois une société de plus en plus déchirée, de plus en plus fracturée, de plus en plus violente. Quoi qu'en disent certains, la violence augmente, les chiffres le prouvent, d'une société où on a de plus en plus de mal à dialoguer, et ça c'est terrible, où on est de plus en plus dans une culture de l'affrontement. Dans mes premiers romans, j'ai décrivé des tueurs en série. C'est en fait ce que les sadiques et les tortionnaires prennent plaisir à faire souffrir. Mais en fait, il y a beaucoup plus
et c'est beaucoup plus dangereux, de gens vertueux qui, au fond, vont faire le mal, vont commettre des crimes parce qu'ils pensent que leur cause est juste. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Daesh pour en trouver des exemples. On les a tout le temps sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Chaque jour, on voit des appels à la haine, des gens qui, en toute bonne conscience, prennent pour cible un bouc émissaire parce qu'ils pensent agir au nom du bien. Sauf que c'est d'une violence épouvantable. Et on voit une société qui se fracture de plus en plus, qui a de plus en plus de mal à communiquer. Ça aussi, je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour une bonne part, parce qu'il y a ce qu'Étienne Klein appelle un chez-soi idéologique, c'est-à-dire on est tellement bombardé d'informations, de surinformations, d'informations contradictoires, que chacun avec ses petits critères se bâtit son chez-soi idéologique et finalement on n'accepte que des personnes qui pensent comme lui. On se retrouve les uns à côté des autres sans communiquer, on a de plus en plus de mal à dialoguer. Je me rappelle qu'Albert Jacquard disait, est fanatique, que celui qui est sûr de posséder la vérité, il est définitivement enfermé dans cette certitude et il ne peut donc plus participer aux échanges. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens qui sont enfermés dans la certitude, qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus dialoguer et qui veulent imposer leur vision de la société et du monde aux autres par la contrainte, la force, l'intimidation sur les réseaux sociaux. Et ce pays déchiré, moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est ma plus grande peur, elle est là. Alors ça, c'est la transition parfaite pour le mot qui suit, le troisième mot qui est dérive. Bah oui, voilà. On a déjà commencé à en parler, du coup. On a déjà commencé à en parler. Vous l'avez dit lors d'une interview à Europe 1, vous dites que vous redoutiez cette société qui n'arrive plus à se parler, à dialoguer. Et vous êtes réputé pour être un écrivain qui met en scène les dérives de notre époque. Oui, alors dans le dernier, effectivement, je suis parti d'un constat qui a été fait par d'autres avant moi. Il y avait ce roman de Jérôme Fourquet, ce livre de Jérôme Fourquet qui s'appelle L'archipel français, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et qui parle de cette archipélisation de la société. Ce mot archipélisation qui dit bien ce qu'il veut dire. Alors, il y a quelques décennies, parce que, comme on a dit, j'ai 60 ans, donc je suis dans 1960, et c'est facile à calculer. Et il y a quelques décennies, on aurait parlé de libanisation. Je sais pas, on se souvient évidemment de ce pays, le Liban, ce merveilleux pays des cèdres, un des plus beaux et un des plus passionnants du bassin méditerranéen, avec toutes ces cultures, ces strates culturelles, ces strates historiques, ces différentes communautés qui arrivaient jusqu'à un certain point à vivre en bonne intelligence et puis qui, à un moment donné, sont plus arrivés à dialoguer, se sont opposés. On a vu cette libanisation, cette terrible guerre du Liban qui a duré 15 ans, où une guerre civile terrible parce que, en fait, c'était une multitude de communautés, de gens qui étaient enfermés, là aussi, dans leur propre communauté, dans leur propre certitude et qui considéraient que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux étaient l'ennemi. Et moi, je trouve qu'on n'est pas à ce stade-là, on n'est pas à ce stade de la libération, mais on est déjà à celui de l'archipélisation, de l'incommunication, et ça, c'est extrêmement dangereux. Du reste, on ne va pas parler de politique, mais on a des échéances électorales l'an prochain, et je crois que bien malin celui qui pourrait dire quel lapin va sortir du chapeau. Est-ce que vous êtes inquiet ? Ah oui, je suis inquiet. Je suis inquiet pour mes enfants, je suis inquiet pour l'avenir, je suis inquiet pour mon pays. Pas tellement pour moi-même, mais quelle est la France qu'on va léguer finalement à nos enfants? Et c'est ça aussi qui se passe dans le livre. Dans le livre, on a un personnage qui s'appelle le général Thibaut Donadieu de Ribes, qui est chez ce personnage, chez ce général, en fait, j'ai coutume de dire que Rome tutoie Athènes et que Jérusalem n'est jamais loin. C'est-à-dire que c'est dans ce lien qui relie l'hellénisme à l'esprit français que s'inscrit ce personnage. C'est-à-dire dans une certaine France judéo-chrétienne, mais aussi héritière de la civilisation hellénique. Et cette France d'avant, finalement, que lui veut ne pas voir disparaître. Il a peur que la civilisation qu'il incarne disparaisse. Et après, évidemment, à travers des moyens condamnables, il lutte contre... Au fond, il ne comprend pas du tout ce XXIe siècle et cette nouvelle France qui est devant lui. Et c'est aussi de ça que j'ai voulu parler, de ce dialogue entre les époques, entre les générations, entre les cultures, qui est de plus en plus compliqué et difficile. Il était important pour vous que Martin Servaz, votre héros récurrent, soit humain et lettré ?
Oui, je l'ai voulu comme ça dès le départ. Je voulais surtout, en fait, au départ, ce que je voulais ne pas faire, c'est sombrer dans le cliché, le stéréotype du flic, soit alcoolique, soit flingueur, borderline, etc. Enfin, il y a des gens qui font ça formidablement bien. Je pense à Michael Connelly ou à Joe Nesbo avec leur personnage de Harry Hole et de Harry Bosch. Mais ça a tellement été fait et bien fait. Moi, je voulais autre chose. Donc, j'ai choisi, au contraire, un policier qui se sert jamais de son arme, ou très peu, quasiment jamais, qui a le vertige, qui a peur de la vitesse, qui est plutôt quelqu'un qui raisonne. Dans le premier roman Glacé, il y avait un personnage qu'on retrouve dans la vallée qui s'appelle Irène Ziegler, qui est une gendarme, et j'avais inversé un peu le binôme policier-policière, où souvent c'est le policier qui est dans le côté physique, dans le côté action, et puis la policière qui réfléchit, on a vu ça plein de fois. Moi, je l'avais inversé, c'était elle qui pilotait l'hélicoptère, la moto, et c'était lui qui avait un peu le pied sur le frein. Et puis oui, ça m'intéressait d'en faire un policier lettré, pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on a un policier lettré mélomane, il est aussi mélomane, il écoute tout le temps Gustave Mahler, bah, ça permet, entre les lignes, de parler un peu de littérature, de parler de poésie, de parler de musique, et c'est quand même très amusant à faire. C'est pas si souvent, dans un roman policier, dans un thriller, qu'on trouve des considérations de cet ordre-là. Je pense que c'est peut-être pour ça que mes lecteurs sont tellement attachés à ce personnage. Je crois. Et puis, mais alors après, il faut bien préciser une chose. Je suis pas là pour ennuyer les lecteurs. Hein. Je suis là pour leur proposer Moi, je suis d'abord un conteur d'histoire, donc c'est d'abord addictif, j'espère, palpitant. Il y a toujours des surprises, des rebondissements. Il y a souvent un twist final avec une énorme surprise à la fin. J'essaie, en plus, c'est un jeu du chat et de la souris permanent. C'est pas si facile que ça à faire parce que mes lecteurs commencent à me connaître. Et puis, ce sont souvent des lecteurs de polar, de thriller aguerris, donc ils connaissent un peu les ficelles. Et donc, leur proposer des fausses pistes, leur donner l'impression qu'ils ont compris ce qui se passait, puis tout d'un coup tirer le tapis sous leurs pieds, ça demande quand même à chaque fois de se renouveler parce que pour les surprendre de nouveau, il faut, de roman en roman, ça devient... Mais c'est un exercice à part entière. Mais en même temps, oui, moi je conçois... moi les romans qui sont juste là pour divertir, très bien, mais c'est pas le genre de lecture qui m'intéresse. Et au fond, j'écris les livres que j'aurais envie de lire. Ce qui est une bonne méthode. Je pense. Et du coup, vous avez déjà en tête le prochain ? Complètement, oui. Ouais, je déteste les vacances. Donc, le jour où le roman est parti, on a donné ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer. Le roman est parti chez l'imprimeur. Le lendemain, je me suis réveillé. J'ai fait un café comme tous les matins. Parce que je suis plutôt un écrivain diurne. Hein. Je travaille le matin, l'après-midi. La nuit, je dors. Je ne travaille pas. Et j'ai allumé ma cafetière. Je me suis dit, qu'est-ce que je m'ennuie ? Il faut que je trouve un truc à faire. Et j'avais déjà une petite idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Donc, j'ai commencé à la développer. Et là, petit à petit, le premier flocon de neige dont j'ai parlé est en train de se transformer en boule de neige. Et on va passer enfin au 4e mot, qui est un mot peut-être plus éloigné de votre monde littéraire, de votre univers, c'est liturgie. Alors, liturgie, au fond, c'est quelque chose que j'ai un peu abordé, mais avec mes moyens... dans mon roman précédent, La Vallée, puisqu'il y avait tout de même une bonne partie du livre qui se passait dans une abbaye, avec un abbé, avec un prieur, etc., et avec une communauté de moines. Alors je me suis inspiré de quelques abbayes qui existent en Occitanie pour tout ce qui est de l'architecture. Je suis assez passionné d'architecture chrétienne et d'art chrétien aussi, de peinture. Moi, mes périodes, par exemple... Mes périodes préférées en peinture, c'est le Quattrocento, le Cinquecento, puis le baroque un peu. Ça va de Giotto au Tintoré, surtout les peintures flamandes et italiennes. Et j'ai toujours été fasciné par les Saint-Sébastien, par les crucifixions, par les choses comme ça. Un de mes musées préférés au monde, et j'en ai fait pas mal, c'est les musées Vatican à Rome, qui sont sublimes, non seulement évidemment pour la chapelle Sixtine, mais pour toutes les œuvres incroyables qui s'y trouvent. Et moi, ce qui m'intéresse dans la liturgie, au fond, c'est... je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant,
assez lâchement, je suis agnostique. Je ne me dirais pas athée non plus. Je me donne une chance de... Mais au fond, ce qui m'intéresse dans la liturgie, c'est à travers ce cérémonial, à travers ces gestes, à travers cette démarche, comment on peut apprendre sur soi, découvrir je pense que c'est une façon le rituel de découvrir une vérité intérieure, une lumière intérieure, pour reprendre le terme de cette émission. Moi, je suis très envieux des gens qui ont la foi, des gens qui arrivent à travers la liturgie, à dialoguer, là où moi je ne trouve que du silence. Vous parliez de rituels. Oui. C'est la liturgie, c'est effectivement une succession de rituels pour faire mémoire. C'est ça. Et je me disais, en pensant à ce mot, que vous avez instauré, un auteur comme vous, notamment un auteur de romans policiers, instaure un rituel. Il y a une nécessité d'installer, de répéter. Il y a une vertu à la répétition. Ah oui, bien sûr. Oui, il y a la répétition, au fond, c'est le secret de. C'est la répétition du geste chez l'athlète, qui, à force de répéter toujours le même geste, finit par frôler la perfection, par maîtriser. C'est la répétition chez le sculpteur, chez le peintre dont je viens de parler. Moi, je suis aussi à côté je suis non seulement auteur, mais j'adore dessiner et peindre. Donc, je sais très bien à quel point la répétition conduit à la maîtrise. Alors, je ne sais pas si j'ai un rituel, moi. J'ai une discipline. J'ai eu un métier, comme on l'a dit, je suis arrivé sur le tard, je suis devenu écrivain sur le tard. Et donc, j'ai eu un métier avant qui était très cadré au niveau des horaires. Et j'en ai gardé cette discipline-là, c'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes horaires tous les jours. Mais est-ce que c'est un rituel? Oui, peut-être d'une certaine manière, oui. C'est possible. C'est une forme de contrainte qui libère. C'est ça, mais la contrainte est toujours créative. La contrainte, c'est très intéressant, c'est le théâtre classique, avec la règle des 3 unités, avec avec la censure, avec tout ça. La contrainte, ça, dans un cadre défini, parce qu'au fond, la liberté, c'est vertigineux, la liberté, c'est angoissant, c'est paralysant. Quand on peut tout est possible, par où commencer. La contrainte, c'est quand même très rassurant. Il y a ça aussi, je pense aussi dans la liturgie, c'est que c'est un socle, c'est un chemin, et ça permet, à l'intérieur de ce chemin, de ce process, on peut créer, on peut avancer. Est-ce que vous-même vous imposez des contraintes quand vous créez? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, Martin Servaz ou d'autres, je ne franchirai pas ce seuil? Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Une dont je me souviens très bien, parce que la question s'était posée avec Glacé. Dans Glacé, il y avait cette colonie de vacances avec ces enfants qui avaient été victimes de choses épouvantables. Il n'y a jamais de scène avec des enfants. Il peut y avoir des enfants dans mes romans. Il y a souvent des enfants ou des jeunes gens. J'ai souvent parlé de l'adolescence dans Une putain d'histoire, dans d'autres romans, dans Le Cercle, avec cette école, cette cagne, cette classe préparatoire littéraire. Mais je m'interdis que les enfants soient dans l'action, de décrire une scène où il y a des enfants. Si je parle d'enfants victimes de quelque chose, c'est toujours rapporté par un personnage à travers un dialogue, c'est toujours indirect, c'est jamais montré. Ça, c'est une des choses que je m'interdis. Après, sur les rituels et sur les contraintes, il y a des choses assez bizarres. Mais ça, je sais pas, c'est presque un toc, c'est même pas une contrainte. Il y a des lettres par lesquelles je déteste commencer une phrase. Donc ça m'oblige des fois à faire des petites contorsions. Par exemple, j'aime pas commencer. Pourquoi, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. J'aime pas commencer une phrase par la lettre P. Donc plutôt que de mettre pendant ou pour quelque chose, je vais me contorsionner un peu pour construire la phrase d'une autre manière pour éviter cette lettre-là. Il n'y aura jamais de pourquoi dans une première phrase chez vous? Si, il y en a, mais il y en a peu. J'essaie de l'éviter. Il y en a quelques-uns. À une époque aussi, j'avais cette prévention-là avec le A majuscule. Et puis ça m'a passé. Donc voilà, comme quoi petit à petit, je me guéris de certaines choses. Vous dépassez vos contraintes. Merci beaucoup, Bernard Minet. On arrive à la fin de la deuxième partie de cette émission. Ne bougez pas, je vous rejoins. Très bien. Tout va bien?
Très bien. Ces 30 minutes tout seul n'ont pas été trop... Non, c'était très amusant à faire. C'était très amusant à faire. Ouais, c'est très drôle. En plus, vous vous mettez en condition parce qu'il y a un moment donné où il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est le silence. Je pense que c'est fait exprès. C'est pour un peu voilà. Mais rentrer en soi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le silence peut faire peur. C'est ça. Et du coup, pour meubler, on va parler. Ou alors le silence permet l'introspection, la réflexion et livrer une parole un peu plus élaborée. Moi, je l'ai perçu comme ça, oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Rentrer à l'intérieur de soi. C'est étonnant quand on vous écoute parce qu'on se dit qu'il y a tout un univers chez vous. Longtemps, les polars, la littérature policière a été perçue comme une littérature de seconde zone. Oui, oui. Voilà. Et après, ça l'est toujours. Hein. Oui, ça l'est toujours. Par certaines personnes, oui. Mais les Simenon... Oui, mais Simenon, que c'était quasiment même pas du polar, quoi, moi. Enfin, quand je lis Simenon, quand je lis Conan Doyle un petit peu plus, mais Simenon, pour moi, c'est la littérature. Oui, on est d'accord. Mais polar et littérature, c'est pas synonyme pour vous? Bah si, mais pas pour tout le monde. Ouais. Et toujours, encore aujourd'hui? Oui. Même après des succès aussi énormes, notamment on parlait avant cette émission de Fred Vargas, qui s'est manié une écriture absolument... Fred Vargas, justement, elle a trouvé le moyen d'être pas trop identifiée polar. Elle est polar, mais avec quelque chose en plus, quoi. Parce qu'elle a une belle écriture. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a du style, et puis parce qu'elle porte des idées qui sont partagées aussi beaucoup par les gens qui sont dans ce milieu-là, donc ça aide. Mais moi, je sais que j'ai un confrère qui marche très bien, hein, qui est un auteur à succès. Il était à côté d'un auteur, pour ne pas le nommer, Éric Reynard, qui est bien, et donc qui a signé 10 fois moins que lui, hein, mais qui est dans un festival. Reynard, Olivier, mon confrère, lui a dit très gentiment, enfin je ne sais plus ce qu'il lui a dit, non, c'est Reynard qui lui a demandé et toi tu écris quoi? Et Olivier a dit moi je fais du polar, et toi? Et Reynard lui a répondu moi je fais de la littérature. Bon. Mais ça, c'est encore cette forme de snobisme qu'on dénonce dans le milieu intellectuel ou littéraire français. C'est quand même dommage. Bah oui, c'est vrai, évidemment, c'est dommage. Après, moi, je reconnais qu'il y a des auteurs dans la littérature de genre ou dans leur bande-garde qui font vraiment... c'est ce que Roland Barthes a appelé le degré zéro de l'écriture. C'est une écriture blanche, purement fonctionnelle, il n'y a pas de style, on est juste là pour raconter une histoire, entraîner le lecteur. Moi, j'aime bien, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien trouver un peu plus de substance derrière, quoi. Moi, je suis un fan absolu de Jonesbo à cause de ça. Ouais. Et donc, toute la littérature, les polars scandinaves, par exemple. Oui, il y a souvent un contexte social très fort. Très fort. Même dans le pur divertissement comme Millennium, vous avez quand même une analyse de la société suédoise. Oui, j'aurais pas dit justement que c'était un pur divertissement. Voire même politique, à la limite. Oui, toutes les milices d'extrême droite, c'était très poussé, puisque l'auteur de Millennium était un militant... Et ça, c'est présent dans toute la littérature scandinave, et moi, je trouve ça très intéressant. Mais c'est d'ailleurs un peu la patte qu'on sent dans vos livres. Oui. C'est-à-dire que vous êtes très branché sur la société, vous n'êtes pas du tout hors sol. Vous réfléchissez à des enjeux, des questions de société à travers ce prisme d'un roman Bien sûr. Policier. Mais bon, la première mission, c'est évidemment de divertir le lecteur. Je ne suis pas là, parce que sinon j'écrirais des essais, et ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'en lis beaucoup. On sent, parce que quand on vous entend parler, on sent que derrière, il y a toute une réflexion, qu'il y a... Que le fait d'avoir commencé à 50 ans, ça ne vient pas de nulle part, en fait. Il y a quand même une réflexion, une maturation qui a permis... Je lis beaucoup d'essais, beaucoup d'autres choses que du polar. Moi, j'en lis assez peu du polar, en fait. Je lis quelques-uns de mes confrères parce qu'ils m'envoient les livres, donc je suis obligé de les lire, mais je lis plein d'autres choses à côté. Moi, je lis beaucoup de littérature étrangère aussi. Quel type de littérature? Alors, littérature étrangère, absolument tout. Allemande, anglaise, espagnole, américaine, tout. Je crois que je connais à peu près... toutes les littératures occidentales. Hein. Je maîtrise moins les littératures africaines. Et japonaises? Japonaises aussi, oui. Ouais, j'ai lu les deux Murakami. Oui, bien sûr. Murakami a absolument... Pas uniquement Haruki. Hein. L'autre aussi, comment il s'appelle, Ryoko Murakami, qui fait des choses absolument horribles. Et puis, moi, j'étais un fan absolu de Tanizaki, avec ses petites nouvelles et tout. Mais alors, chez les Japonais, il y a toujours... un contexte, c'est toujours très tordu quand même. C'est vraiment des gens tordus, les Japonais. Je vous laisse seul juge. En tout cas, c'est vos paroles à votre expertise. Non, mais c'est vrai. Quand vous regardez Kawabata, Mishima, Tanizaki, ils sont comme... D'ailleurs, en général, soit ils sont fétichistes, soit ils ont une autre déviance, quelle qu'elle soit, mais il y a toujours un truc. Hein. C'est sans doute parce que c'est une société extrêmement contrainte. C'est pareil. Mais c'est ça, je pense que c'est pour ça. Dans une société très contrainte, quand ça... Il faut qu'il y ait cette forme d'effusion. Qu'il y ait une forme de soupape. Qu'il y ait une forme de soupape. Ouais. Je posais la question parce que vous parlez
parlez peinture, vous parlez écriture, on sent que... Alors vous peignez, vous dites, hein, sans doute. Je me posais la question de savoir si dans une autre vie, si vous alliez faire un troisième métier, avoir une troisième carrière, vous feriez quoi? J'en sais rien. Je peins, mais ouais, peut-être des bandes dessinées. J'avais commencé à en dessiner quelques-unes. J'aime beaucoup aussi la bande dessinée. Je suis un passionné de bande dessinée américaine indépendante. Peut-être que j'aurais pu faire à un moment donné, j'avais commencé à faire des bandes dessinées plutôt que des romans. Mais alors, les bandes dessinées, c'est un tel boulot. Rien que dessiner une planche, ça prend un temps infini. C'est chronophage, je peux pas tout faire. Mais ça doit être. La BD, c'est quand même un univers aussi extrêmement riche et passionnant. Surtout on peut imaginer un polar en BD. Surtout qu'il y a tout aujourd'hui en BD. Il y a des BD qui abordent absolument tous les sujets. Il y a des BD historiques, il y a des BD géopolitiques, il y a des BD qui décrivent le conflit israélo-palestinien, il y a des BD qui décrivent la société américaine, il y a la psychanalyse, enfin tout. Il y a tout en BD aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la BD est vraiment devenue un médium adulte. Mature et en plus d'une force. Moi, je sais que comment il s'appelle, Delisle, je crois, Christian Delisle, qui a écrit celui qui a fait il a fait une BD justement parce qu'il a vécu pendant 4 ou 5 ans dans les territoires occupés et donc il a décrit sa vie au quotidien, toutes les petites tracasseries, les checkpoints, les machins, mais aussi des choses totalement absurdes, entre guillemets, des mini-sectes sorties du fin fond de l'histoire, avec mais qui vivent comme 3000 ans avant, mais avec des trucs incroyables, quoi. Et tous ces gens se côtoient, sont les uns à côté des autres, et puis finalement, on parlait d'incommunication, et n'arrivent pas à communiquer souvent. Donc on peut espérer un jour avoir un livre en BD de Bernard Minet? Dessiné par moi, non, c'est trop de travail. Ou alors, bien plus tard. J'ai pas le temps, en fait. Je suis tout le temps là, et en ce moment, je suis en train de terminer une préface pour la réédition de Hyperion de Dan Simmons, donc chez Robert Laffont. Magnifique œuvre de science-fiction. Et puis, je dois juste après enchaîner avec une autre préface pour la réédition, toujours de Dan Simmons. Vous êtes un hyperactif, en fait. Comment? Vous êtes un hyperactif. Ah oui, moi je déteste n'avoir rien à faire, ça m'angoisse. Bon. Ah oui, non, une journée où je me lève et je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée, ça par contre c'est vraiment une angoisse, hein. Je déteste ça. C'est la peur de Bernard Minet. Il faut que je sois en action. Ouais. On sait comment vous faire peur avec une journée vide et sans aucun rendez-vous. C'est la peur du vide. C'est peut-être pour ça, un homme de la montagne, la peur du vide, c'est un peu paradoxal. Merci beaucoup. Jolie formule. Ah, vous avez vu? Moi aussi j'y arrive. Merci vraiment pour cette heure passée avec nous. Merci de redonner un peu au polar des lettres de noblesse qu'il doit absolument acquérir, parce que les polars bien écrits, c'est juste un bonheur. Voilà. Merci à vous et merci à ceux qui nous regardent. Je rappelle que votre livre La Chasse est sorti au printemps dernier aux éditions XO et qu'il faut le lire, que c'est encore un bon cru de Bernard Minet. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.